Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Dora Formica, la créativité en famille, c'est le premier épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. C'est l'histoire de deux grandes mains et deux petites mains qui s'aiment très fort et qui voyagent loin. En 2022, accompagnée de son mari Mathias et de ses deux filles Isée et Célestine, Dora Formica prend la route pour explorer l'Europe en famille et en van. Les 4 comparses partent de Lausanne en Suisse et iront jusqu'en Turquie. À travers 5 émotions choisies, Dora Formica raconte un voyage collectif et créatif. Je vais prendre l'adjectif posé, parce que posé, ça m'évoque plusieurs choses. Déjà, ça m'évoque ce ralentissement qu'est le voyage. Donc nous, on est partis en famille avec nos 2 filles. À l'époque, elles avaient 7 et 9 ans. Et puis, on était dans un doux quotidien. Je ne dirais pas qu'on est parti d'un stress terrible pour sortir de quelque chose de très ralenti, mais quand même, il n'y a plus d'injonction de réveil, il n'y a plus d'injonction du travail, des horaires, d'aller à l'école et tout ça. Et du coup, on a pu se poser nous, les 4, d'être juste notre petit noyau d'amour et de juste profiter de savourer d'être les 4, puis aussi se poser là où le voyage nous orientait. En fait, on s'est fait un peu prendre par la main par le voyage. Et une chose qui me vient à l'esprit qui est tellement rigolote, c'est que on est parti de Lausanne en Suisse, et on a traversé les Alpes par le col du Grand Saint-Bernard, et on arrivait dans le Val d'Ost, qui est cette vallée italienne où les gens d'ailleurs parlent très bien français, parce qu'il y a tout un historique par rapport à la France et tout ça. Et là, on avait rendez-vous avec un ami de mon mari, Mathias, avec qui il avait fait un Erasmus à Grenade. On va manger une pizza avec lui et tout, et il nous dit si vous voulez, pour ce soir, j'ai un copain qui a une base de rafting. Vous pouvez aller dormir dans son parking, puis vous repartez demain, quoi. L'idée, c'était d'aller dans les Dolomites, puis après de continuer vers la Slovénie, les Balkans et tout ça. Et on arrive dans ce club de rafting. Il y a Marco qui nous accueille. Et on reste une soirée, et on reste une deuxième soirée, et on reste une troisième soirée. Et au final, on reste 10 jours. On reste 10 jours à 2h30 de chez nous. Et c'était incroyable, parce qu'au final, il nous a baladés, on s'est retrouvés dans des vallées, des spots pour dormir incroyables, on a fait des fêtes, on a appris des choses. Enfin, ma fille cadette, elle a appris à devenir sourcière avec lui, parce je pouvais trouver de l'eau, il lui a appris comment faire. Enfin, il y a eu un échange humain extraordinaire, et en fait, on n'était juste pas parti plus loin que 2h30 de chez nous. Et on était vraiment posés. Donc ça, c'est un souvenir assez fort. Et à un moment donné, il y a ma fille aînée, Célestine, qui a dit « Ça vous dirait qu'on avance dans le voyage ?» Et donc, du coup, on a fait un conseil de famille, parce qu'on faisait des petits conseils de famille. Et on a voté que c'était bon. Après 10 jours, on pouvait quand même continuer notre voyage. Suisse, Italie, Slovénie, Grèce. Au fil des pays et des kilomètres, la famille renforce ses liens. Le voyage avance sans itinéraire défini. La famille trace sa route en suivant son instinct.
Ouais, alors perdu, mais ça serait plutôt au sens premier degré. Je pense que la notion de se perdre en voyage, elle est super importante, d'autant plus à une époque où on est très très connecté, et donc on a toujours un GPS. Et je vais te raconter une anecdote qui nous est arrivée où en fait, un petit peu par la force des choses, on n'avait pas accès à une carte. On était en Croatie et on avait vraiment un ras-le-bol du tourisme de masse et on n'était pas bien en fait avec ça. Et on a découvert qu'à 1 heure de où on se trouvait, il y avait la frontière bosnienne. Et on s'est dit, vas-y go, on passe la frontière et on verra bien quoi. Et en fait, c'était une petite frontière, entre guillemets. C'est une frontière qui est très peu utilisée par les gens. Et en fait, on s'est retrouvés dans ce qu'ils appellent le quignon de la Bosnie, le petit bout dont personne ne veut, qui est à l'ouest de la Bosnie. Et en fait, on n'avait pas de carte, et on n'avait pas de carte SIM non plus. Nous, on fonctionnait avec des cartes SIM, on n'avait pas d'abonnement Internet mondial. Et en fait, on se dit, c'est vraiment juste super cool de se perdre et de voir ce qui se passe, quoi. Et en fait, ça a été un des plus beaux souvenirs de notre vie. C'est-à-dire qu'on s'est embarqué dans un petit chemin de campagne, on s'est retrouvé devant une ferme, un couple de personnes âgées ne parlaient pas du tout anglais, on s'est parlé avec les gestes, ma fille a fait de la magie. Du coup, on échange la magie, la dame qui se signait parce qu'elle ne revenait pas de ce qu'elle avait fait, nous offre plein de choses à manger, nous montre un lac pas loin où on peut aller dormir, ce qui a débouché sur d'autres rencontres. Et il y a la machine à café qui a décidé de se mêler la discussion. Et en fait, le fait d'être perdu, ça nous a conforté dans le sens que actuellement voyager, ça demande en fait une sorte de pas de côté, de se déconnecter aussi. Pas que des réseaux sociaux et tout ça, mais aussi juste d'être toujours en conscience de où on est. Et en fait, peut-être que de revenir à une carte papier, de demander son chemin, ou de ne pas avoir de carte du tout. On avait fait l'exercice où ma fille cadette avait dessiné des flèches et mon mari suivait les flèches. Et puis voilà, on a terminé dans un jardin d'un monsieur bosnien qui nous accueille le soir et c'était trop bien, quoi. Donc, ouais. L'aspect se perdre, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude dans le quotidien, en fait. On va d'un point A à un point B, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Puis de ne pas savoir où on va et de laisser la place à l'inconnu, c'est quelque chose d'assez beau, en fait. Je sais qu'on a beaucoup conscientisé le fait, par exemple, qu'il y a une application pour les vannes qui s'appelle Park4Night. Où au début, on se disait « c'est trop génial, on a plein de bons plans et tout ça ». Et on s'est souvent retrouvés parmi d'autres voyageurs en van, parce que forcément, c'est des endroits qui sont répertoriés. Alors, il y a des moments où c'était bien, parce que, je sais pas, on voulait échanger un bouquin en français ou parce que nos filles avaient envie de jouer avec d'autres enfants ou comme ça. Mais il y a des moments où justement on n'avait pas envie de se connecter à ce genre d'application pour juste soit être seul, parce que des fois en voyage on est beaucoup avec des gens, mais ça fait du bien d'être seul, ou soit juste rencontrer les habitants. Parce que finalement on est dans des situations comme c'est le cas avec ces applications où il y a une sorte de monde parallèle. Des fois, c'est presque un petit peu un ghetto de voyageurs. C'est le cas sur certaines plages en Turquie ou en Grèce où il y a vraiment une sorte de société parallèle qui s'organise. Il y a même un coiffeur parmi les vanlifers, il y a une douche, il y a tout plein de choses qui sont organisées. En même temps, il y a un côté super. Et en même temps, il y a un côté un peu étrange par rapport à l'économie locale. Et donc, du coup, oui, des fois, on a vraiment fait le choix de ne pas être connecté pour mieux se déconnecter, en fait. Ce voyage n'est pas le premier de Dora Formica. Avant d'être maman, elle a bourlingué pendant 1 an avec Mathias, son mari.
Quelques années plus tard, de nouvelles émotions sont nées, en même temps que ses filles, Isée et Célestine. On peut parler de la peur, c'est clair, la peur. Moi, personnellement, je vois qu'en vieillissant, on va pas dire vieillissant, en maturant, je gagne en maturité, j'ai plus peur qu'avant. Je vois que j'ai fait un voyage d'une année autour du monde il y a 12 ans. On s'est retrouvés dans des situations, non mais c'était hyper dangereux quoi. On s'est échoué avec notre bateau dans le Mekong, on a passé la nuit dans la jungle et tout ça, mais j'ai jamais eu peur, jamais. Et j'avais 24 ans. Maintenant j'en ai 37 et je suis mère. J'ai pas eu la même appréhension pour le voyage, j'ai pas eu la même perception de la peur en voyageant avec ma famille que quand j'étais juste en couple. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu peur, mais c'était une peur, comme souvent, hein, un peu bête, une peur inexplicable de qu'est-ce qui pourrait nous arriver, on est loin de tout. Et puis cette peur-là, je pense qu'en même temps, elle permet aussi de valoriser ce qu'on aime, et valoriser ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, il y a très peu de choses qui peuvent vraiment arriver de grave. Dans le sens que nous, en plus, on était dans une sorte de petit cocon, on était dans notre maison roulante. Oui, évidemment, il peut y avoir des accidents et tout ça, mais c'est vrai que cette peur, elle évolue aussi dans le voyage. Je me souviens qu'au début, quand on dormait, moi j'entendais tous les bruits autour, j'entendais les jeunes qui faisaient des drifts à côté de notre camping-car. Alors, on a appris aussi, genre quand on arrivait dans un endroit, si c'était un parking, on regardait les traces au sol. S'il y a des traces de pneus, on s'arrêtait pas là, on avait évolué aussi, on devenait un peu plus aguerri. Et puis j'ai aussi appris à vivre avec ces bruits en fait. Que quand tu dors dans ton camping-car, en fait, il y a des bruits autour, il y a des gens qui crient, il y a des bourrées, puis c'est pas grave. Rarement il peut t'arriver quelque chose quoi. Et t'as l'impression que c'était une peur pour toi ou pour tes filles surtout? En fait c'est marrant parce que des fois j'avais aussi peur pour moi, mais en fait j'avais peur pour moi parce que j'avais peur de pas être là pour mes filles. Donc en fait c'était une sorte de peur égoïste, mais pas tant en fait, c'était que j'avais peur qu'on puisse pas se débrouiller sans moi. Ce qui est complètement stupide puisqu'on était deux et qu'on était très équilibrés à ce niveau-là. Mais ouais, c'est marrant comme la peur en voyage, elle évolue aussi. Dora Formica est illustratrice indépendante. De son voyage avec Mathias, elle avait tiré un premier livre en 2013, Curie, Kiwi et Caipirinha, un voyage illustré autour du monde. Et même loin de son atelier lausannois, sa créativité la suit et le voyage permet de la faire vivre. Je vais prendre créatif. Ouais. Déjà parce que le voyage, comme nous on l'a vécu, évidemment que chaque voyage est très personnel, mais je pense qu'il y a quand même le fait qu'il n'y ait pas d'injonction de rythme ou de quotidien, fait que déjà chaque jour est différent. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas comment tu finiras la journée. Est-ce que tu seras en train de boire des coups avec des gens, ou est-ce que tu seras sur une plage, ou est-ce que tu seras en montagne, surtout quand tu es dans un voyage itinérant. Et pour nous aussi, ça a signifié beaucoup de moments de création. On avait pas mal de matériel avec nous. On avait une petite machine à coudre, on avait un stylet pour faire de la pyrogravure, ce qui permettait d'offrir des cadeaux aussi aux gens qu'on rencontrait en pyrogravant une petite planchette en bois. Et puis, ça a débouché aussi sur un projet familial juste extraordinaire, c'est-à-dire que pendant le voyage, ma fille cadette et mon mari se sont donné la main, enfin ils se donnaient beaucoup la main, et ils ont conscientisé ce geste. Et en fait, ça a donné lieu à une discussion qui était la question de ma fille qui a dit « Mais est-ce qu'un jour j'aurai aussi une petite main dans ma grande main ?» Ce qui a beaucoup ému mon mari, qui lui a répondu « Bah oui, en fait, c'est ça l'humanité, une succession de petites mains dans des grandes mains. » Et là, ils se sont dit « Mais en fait, ça ferait une trop belle histoire à raconter et ça ferait un trop beau livre. »
Et le fait qu'on soit en voyage, qu'on ait du temps, qu'il n'y ait pas l'école, que je pense aussi qu'il y a une volonté de notre part d'être preneur de tout ce qui peut être de l'ordre du projet. Et mon mari et ma fille se sont lancés corps et âme, je peux dire, parce qu'ils en parlaient non-stop, dans l'idée de faire un livre. Et donc ils ont fait une maquette, ils ont brainstormé et c'était vraiment très joli à voir. Moi j'étais un peu extérieure avec mon autre fille Célestine parce qu'on les voyait travailler entre eux, quoi. Et il se trouve que j'ai de la chance d'avoir croisé leur route, on peut dire, ou d'être là au bon moment parce que je suis illustratrice de métier et donc du coup ils m'ont demandé de faire les dessins. Et en fait ce qui était un petit projet père-fille un peu comme ça, quoi, a évolué et ils ont trouvé... moi, j'avais les contacts d'un éditeur qui est un super éditeur en Suisse, helvétique, qui ont marché dans la combine. Et en fait, le livre est sorti il y a quelques semaines. Et en fait, c'est très beau parce qu'il a été fait pendant le voyage. Toute la famille a été mise à contribution parce que même si Célestine n'était pas dans le truc, elle était quand même tout le temps là. C'est notre voyage, quoi. C'est notre voyage aux quatre. Et souvent, les gens nous disent, mais est-ce que c'est difficile de rentrer après une année comme ça? Et je pense que ce livre nous a beaucoup aidés. Parce qu'en fait, il a fait que prolonger le voyage. Et quand on rentre de voyage, c'est ça aussi qui est difficile. C'est de retourner dans un truc, de plus avoir de projet, peut-être de retrouver une vie d'avant, ce qui n'était pas notre cas, mais une vie des fois qui est difficile, où on a vécu une sorte de petite parenthèse enchantée. Et là, en fait, on a retrouvé une vie qu'on aime beaucoup, mais en plus, on avait cette perspective du voyage qui est le voyage éditorial. Et en fait, depuis que le livre est sorti, on fait que de se rappeler des souvenirs. Parce que les gens viennent nous parler, ou même de te rencontrer aujourd'hui, c'est aussi suite à la sortie de ce livre. Et en fait, c'est beau de voir que le voyage peut rendre tellement créatif. Prolonger le voyage à travers un projet commun pour à la fois garder un souvenir concret et aussi faciliter le deuil de ces mois de liberté sur la route. En résulte un bouquin, Petites mains et grandes mains, qui retrace les aventures d'Isée et Papa Mathias, illustré par Maman Dora. Ouais, c'est bon. T'avais éteint ? Non, t'as laissé, ok. Je dirais impuissant, parce que je vais faire un peu la dernière note un peu triste, mais impuissant par rapport un peu à la marche du monde. Nous, on est dans cette bulle de privilégiés. Il ne faut pas oublier que voyager, c'est voyager pour le plaisir, pour nous. Qu'on soit en vélo, en camping-car, en avion, c'est un luxe. Et on a quand même été sur la route migratoire. Et nous, on voyageait sur un itinéraire qui traverse les Balkans, qui arrive jusqu'en Grèce, en Turquie. C'est un itinéraire qui est pris par plein de gens, et plein de gens qui ne voyagent pas pour le plaisir, qui voyagent pour survivre. Et ça aussi, pour moi, c'était très fort. Ça m'a pas mal questionnée, ça m'a pas mal ébranlée. De quel droit? Moi, j'ai le droit d'être comme ça, avec mon petit passeport tranquillou, alors que d'autres, il y a des endroits où on nous a déconseillé de dormir parce que c'est là où ils gonflaient les matelas, les bateaux pneumatiques pour traverser. Il y a des endroits où on en a rencontré, on leur a offert du café et en fait on était là, mais c'est nul en fait juste d'offrir un café, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais en fait on se sent tellement impuissant. Et donc voilà, il y a des moments où je me suis sentie tellement impuissante par rapport à ça. Je me suis sentie impuissante par rapport aux déchets. Le monde est juste jonché de déchets. Tu peux aller dans le plus beau spot que personne n'est allé, ou même pas sur Park Fortnite, et tu dors au milieu des déchets, dans la rivière, dans les champs. Tu parles avec des pêcheurs qui sont trop chouettes, avec qui tu partages des moments géniaux, et juste après, ils lancent leurs déchets dans la mer. Et c'est normal, parce que c'est une question, c'est éducatif en fait. Ils savent pas, enfin ils ont pas conscience de ça. Donc impuissant par rapport aux déchets. Et ouais, du coup, c'était un peu particulier aussi, impuissant par rapport aux écrans aussi, parce que moi j'ai imaginé que mes filles joueraient au foot dans la rue avec les enfants. Mais les enfants, ils sont pas dispo, parce qu'ils sont tous sur leur écran.
Et ça, c'est très fort dans les restos, dans les endroits publics ou comme ça, où mes filles, elles essayaient un peu de nouer le contact. Elles allaient vers un enfant qui était sur son écran, genre « Salut, you want to play ?» Et l'enfant avait un petit mouvement de recul, genre « Qu'est-ce qu'elle me veut là? Moi, je suis en plein dans mon jeu vidéo, là, donc laisse-moi tranquille, en fait. » Et ça m'a fait un peu mal au cœur. C'est 3 choses, migration, déchets et écran. Et voilà, après, tu vas dans une perception où tu te dis, en fait, on peut juste faire de notre mieux. On a cette chance d'être privilégié. Est-ce que pour autant on peut plus voyager? Enfin, c'est aussi une question qui est très très particulière et qui est très touchy en fait. Et je pense déjà d'en être conscient, c'est déjà un premier pas. Et d'être le moins intrusif et le moins d'essayer de pas de pas donner des leçons ou quoi que ce soit. Et ouais, c'est une question qui je suis revenue aussi avec ça, en me disant oui, on a de la chance, on a beaucoup de chance. Soyons conscients de ça. Le mouvement au service de la créativité, être posé puis perdu et écouter ses peurs pour développer son instinct, et constater son impuissance face aux écarts de privilèges dont il est important de prendre conscience. C'était le voyage de Dora Formica avec sa famille à travers l'Europe. Je suis Léo de Garrigue. Merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection, un podcast Allô la planète.